Alors, on va poursuivre maintenant ce cours d'assainissement en abordant quelques singularités que vous allez retrouver dans votre réseau d'assainissement. Alors, la première chose, l'orifice. On a un petit peu parlé d'ailleurs avec le modèle du réservoir linéaire. Donc, quand j'ai un orifice, finalement, c'est quand l'eau doit passer par un trou, par un petit trou. Et généralement, l'exemple le plus classique, c'est le réservoir. Alors, à noter que déjà, il y a une différence très importante. Quand derrière le trou, on a pression libre, donc là, c'est vraiment un orifice qui se vidange librement, donc on va dire un orifice qui est dénoyé, ou si l'orifice est noyé, c'est-à-dire que si je vidange un réservoir vers un autre réservoir, via un orifice, si le niveau d'eau à l'aval est supérieur à la hauteur de l'orifice est dénoyé, c'est-à-dire que comme il y a une différence de charge, je vais bien aller de l'orifice qui est le plus rempli, qui présente la charge la plus élevée, vers l'autre réservoir, et donc la hauteur d'eau qu'il y a derrière va opposer une résistance, l'eau va passer quand même, elle va opposer une résistance, l'orifice est dit noyé. Alors, un orifice dans un réservoir, comment ça s'aborde? Eh bien, on va considérer deux points, le point ici et le point là, et on va calculer la charge. La charge à ce point-là, c'est quoi? Eh bien, je suis sur la surface du réservoir. Donc ici, j'ai pas d'eau au-dessus de moi, la pression est nulle. En tout cas, en relatif, je suis à pression atmosphérique, donc en relatif, je suis à pression nulle. Donc P sur ρg égale 0. Le réservoir, on va considérer qu'il est énorme, que cet orifice est assez petit, donc le réservoir ne bouge pas beaucoup, donc il n'y a pas de vitesse. Donc V carré sur 2G est nul aussi. Donc dans un réservoir, la charge, c'est la hauteur d'eau. Ça, c'est un résultat à vraiment retenir déjà, c'est déjà un résultat en soi. Dans un réservoir, la charge, c'est la hauteur d'eau, donc c'est petit h. A l'inverse, ici, si je prends mon plan de référence, le milieu de l'orifice, si je considère ce point ici, Z égale 0, puisque j'ai dit que c'était mon plan de référence, d'autre part, je considère avoir la pression atmosphérique derrière mon orifice, j'ai une sortie complètement libre, donc P égale 0, et donc ma charge, c'est juste le terme en V, c'est V carré sur 2G. Et donc V carré sur 2G ici, égale la hauteur dans le réservoir, c'est la formule de Torricelli, du coup j'ai V racine de 2GH. Et du coup, pour avoir la surface, il suffit pour avoir le débit, il suffit de multiplier par la surface. Donc ça c'est un résultat qui est très important et qui est la formule de l'orifice, du coup, Q égale S racine de 2GH. Encore une fois, elle est déduite d'un équilibre de charge, et on considère que dans le réservoir, par rapport à un plan de référence qui passe par le milieu de l'orifice, que la charge dans le réservoir, c'est la hauteur d'eau par rapport à ce point de référence, et la charge au niveau de l'orifice, c'est le V carré sur 2G. Alors, ça c'est en théorie. En pratique, il y a toujours une petite perte de charge ici, il y a toujours une petite perte d'énergie. Et donc on n'aura pas Q égale S racine de 2GH, mais un petit coefficient lié à la perte de charge. Et ce coefficient-là, vous avez différents à bac. Alors voilà, si jamais l'orifice présente un ajutage entrant, c'est-à-dire que l'eau obligé vraiment de faire le tour, là la perte de charge est forte, donc le coefficient est petit. A l'inverse, si l'orifice est bien accompagné, ce coefficient est plus grand. Alors si on aborde l'orifice, on aborde aussi la vanne. La vanne, c'est finalement fait partie de la famille des orifices. Donc une vanne, c'est un obstacle qui est mis en travers de l'écoulement et on force l'écoulement à passer sous cet obstacle, d'accord? Donc à travers une surface réduite sous la plaque ou sous l'obstacle. Là, en l'occurrence, c'est une sorte de vanne guillotine. Il faut imaginer qu'elle monte et qu'elle descend comme ça. Alors, pour aborder ça, il y a une première chose à regarder, c'est la hauteur d'eau qui est à l'aval. Est-ce qu'elle est supérieure ou pas à l'ouverture de la vanne, qui est notée ici HV? Si elle est inférieure à l'ouverture de la vanne, c'est-à-dire que la vanne est dénoyée. C'est-à-dire que l'écoulement qui passe sous la vanne est complètement libre. Et donc, en amont, la charge, c'est quoi? On voit que l'eau est obligée de monter pour passer sous la vanne. C'est-à-dire que ici, qui pilote la vanne, qui pilote, c'est donc l'aval. Et donc, j'ai un écoulement qui est surtout porté par la hauteur. Et donc, la charge, c'est surtout la hauteur ici. A l'inverse, ici, qui pilote, c'est la vanne. Donc, qui pilote, c'est l'amont. Donc, je suis en torrentiel. J'ai surtout un écoulement porté par la vitesse. Et en fait, je réapplique mon Torricelli de tout à l'heure. Ma charge ici, c'est Y1. Donc ici, la charge, elle est relative à racine de 2GH. Donc racine de 2GY1.
je multiplie par la surface pour avoir le débit, et un coefficient de perte de charge, qui est ici le coefficient de contraction de la vanne, généralement entre 0,5 et 0,6. Par contre, si Y2 est supérieur à la hauteur d'ouverture, je ne sais pas s'il est ici par exemple, hein, alors tant que ce niveau-là est inférieur à Y1, il y a de l'eau qui passe sous la vanne. Hein. Si j'ai le même niveau de chaque côté, il n'y a plus rien qui passe. Je suis en statique. Mais en tout cas, si Y2 reste inférieur à Y1, mais qu'il est supérieur à HV, alors on dit que la vanne est noyée. C'est-à-dire qu'en fait, Y2 maintenant va s'opposer à l'eau qui sort de la vanne, qui veut passer de l'autre côté de la vanne. Et donc ça s'illustre par le fait qu'on n'est plus proportionnel à la hauteur amont, mais à la différence des deux hauteurs. Dans les faits, CC diminue un peu aussi. Hein. Il y a d'autres formules, c'est-à-dire que globalement c'est la même formule pour une vanne noyée, mais le coefficient, lui, peut changer un petit peu. Voilà, alors maintenant, on l'a un petit peu vu en vidéo tout à l'heure, mais on va aborder la notion de déversoir. Donc un déversoir, quand on a un seuil, donc une plaque en travers de l'écoulement qui part du radier, eh bien l'eau est obligée de ralentir et de monter pour surmonter cet écoulement. Je peux faire le même raisonnement que tout à l'heure. Hein. Du point de vue de cette eau qui pilote, c'est le seuil, donc qui pilote, c'est l'aval. Et donc je suis en régime fluvial, donc grande hauteur, faible vitesse, et à l'aval, c'est l'inverse. L'eau chute, donc elle accélère, et ici qui pilote c'est le seuil, qui pilote c'est l'amont, donc je suis en torrentiel, faible hauteur, grande vitesse. Alors vous avez vu ici on a mis une sorte de bulle, en fait, ici vous avez une courbure de la ligne d'eau, donc là l'eau est obligée d'aller, enfin là l'eau fait un plus grand trajet qu'ici, il y a un rayon de courbure. Si elle fait un plus grand trajet, elle est obligée d'aller plus vite. Du coup si elle va plus vite, à charge constante, la pression diminue. Donc quand j'ai un gradient de pression comme ça, j'ai un endroit où finalement la dépression, la mise en dépression de cette zone d'écoulement peut piéger de l'air. Donc il arrivera souvent que vous puissiez voir une bulle piégée au niveau de ce type de seuil. D'ailleurs je pense qu'on peut le retrouver tout à l'heure sur le même lien que tout à l'heure dans Hydraulique des réseaux. Hop, je vais le chercher. Regardez, si je prends cette vidéo de seuil, par exemple, alors ici c'est un seuil de forme triangulaire, hein. C'est-à-dire que la plaque, elle a une échancrure triangulaire, on va le voir tout à l'heure. Donc ça va se mettre en eau. Oui, alors là on va pas voir, on voit un petit peu là la bulle, mais c'est peut-être pas la meilleure forme pour la voir. On voit quand même hein, ici cette zone de dépression. Mais je vais vous en montrer un, à mon avis, là on le verra beaucoup mieux. Donc là l'écoulement se met en place. Voilà, donc l'eau commence à surverser à travers le seuil. Voilà, et là, regarde, donc là en fait, on la voit pas la dépression, mais il y en a bien une. Et donc si on, vous voyez, il y a un petit tube ici, si on s'amuse à injecter de l'air à travers ce petit tube, on va voir que l'air ne s'échappe pas, ça va être stable. Attendez. Voilà. Vous voyez ici, de l'air est introduit, et bien cet air reste stable. Donc ça montre bien qu'il y a une dépression à cet endroit-là. Voilà, donc je vais revenir au seuil. Alors bon, ce qui est vraiment important par rapport au seuil, c'est de savoir aussi qu'il y a une loi hauteur-débit au droit du seuil. C'est-à-dire que le seuil, finalement, c'est une chute. Donc qui dit chute, dit changement de régime, et donc on passe par la hauteur critique au droit du seuil. Et donc ce passage par la hauteur critique nous permet de déduire une loi, qui est la loi de Poligny en gros, Q égale C, un coefficient, fois S, donc L fois H, fois racine de 2GH. Alors généralement ce H, on peut le passer de l'autre côté, comme on le retrouve ici. Hein. Et donc on retrouve une formule Q égale un coefficient, fois L, fois racine de 2G, fois H puissance 3,5. Mais attention,
Ici, H, c'est la lame déversante. Donc c'est la hauteur d'eau au-dessus de la hauteur de crête. Hein. C'est très important. Il ne faut pas prendre toute la hauteur d'eau. C'est la hauteur d'eau au-dessus de la hauteur de crête. Voilà, et donc ça, c'est la formule dite de Polénie. Donc c'est pour ça que le seuil est régulièrement utilisé pour mesurer un débit. C'est-à-dire que si vous mettez une plaque en travers de l'écoulement, en mesurant une hauteur, vous aurez le débit grâce à cette formule. Voilà, ensuite, il faut bien prendre en compte qu'il y a différents types de seuils, donc différents types d'écoulement. Vous avez pas mal de références. Je vous mets ici la notice du 7MEF. C'est une notice où il y a différentes formes de seuil, donc différentes formules pour différentes formes de seuil. Comme pour la vanne, tant que la hauteur à l'aval du déversoir est inférieure à la hauteur de pelle, le déversoir est dit dénoyé. Si le déversoir est noyé, c'est-à-dire si la hauteur à l'aval du seuil est plus grande que la hauteur du seuil, donc le seuil est noyé, il y a une résistance, ça continue à s'écouler mais une résistance, et dans ce cas, la formule qu'on a vue tout à l'heure pour le débit noyé est corrigée par un coefficient ici, qui est le coefficient de Bratter qui est donné ici, et qui dépend du ratio entre les deux hauteurs. Voilà. Alors ça, c'est vraiment la formule la plus simple pour le déversoir. Après, nous, on a vu à chaque fois des déversoirs des crêtes qui étaient frontales, c'est-à-dire en travers de l'écoulement. Si la crête est parallèle à l'écoulement, les choses se compliquent, parce que finalement, le débit qui va déverser dépend de la courbe de remous, c'est-à-dire du point de contrôle par rapport à la crête. Et donc là, je vous donne plusieurs illustrations de cette courbe de remous. Il y a aussi des vidéos là-dessus sur hydraulique des réseaux pour mieux comprendre. Alors, je vais quand même vous en montrer une, parce que ça peut être vraiment intéressant. Pourquoi c'est important de prendre en compte les courbes de remous par rapport à une crête? Voilà. Regardez, là, c'est un déversoir qui était reproduit en labo. Donc vous avez ce qu'on appelle un déversoir suspendu à double crête. Donc c'est-à-dire... Le déversoir est un ouvrage de contrôle de débit. Donc là, votre déversoir, vous voyez, vous avez une crête tout le long là. Et donc ça peut déverser, et en fait il y en a une de chaque côté. Et là, l'écoulement va s'établir. En réseau d'assainissement. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que ici dans l'écoulement, en amont, on commence à passer en torrentiel. Et oui, là on voit un ressaut hydraulique. Et plus on est en torrentiel en amont, plus on rend compte que la zone où on déverse, elle est très faible. Et donc vous voyez, si je m'arrête ici, là l'écoulement torrentiel tout le long, là il y a un point de contrôle aval, donc je suis en fluvial, mais finalement la partie vraiment efficace du déversoir, c'est même pas un quart. Et donc cette notion de courbe de remous, elle devient très importante à considérer à partir du moment d'un déo latéral. Parce que effectivement, Polénie, lui, il considère qu'il a une hauteur constante tout le long. Si j'applique ça, on voit que je surestime énormément mes déversements ici. Voilà, maintenant, ce cours-là ne va pas vous aider à calculer un déversoir latéral, c'est assez compliqué. Il y a des logiciels pour ça, ou en tout cas, voilà. Mais déjà savoir que les outils de base, eux, ne s'appliquent pas. Voilà, ensuite, il y a pas mal d'autres singularités, des rétrécissements, des agrandissements, qui occasionnent des pertes de charge, donc qui sont proportionnelles à V carré sur 2G, mais on va dire que c'est surtout vrai en hydraulique en charge. Bon, je vous ai mis quelques notions dans le cours là, mais à partir du moment où on a un assainissement et qu'on est en surface libre, ces notions-là sont moins importantes.